Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Un salon qui se termine, un salon qui s'est plutôt bien passé aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas de samedi, vous le savez. Alors on va échanger avec nos différents invités. Franck Menonville, vous êtes sénateur de la Beuse. Merci d'être ici. Merci. À vos côtés, Joseph Colombani. Bonjour, vous nous venez d'où, Joseph? Mais il faut parler dans le micro, vous savez. Il vaut mieux, excusez-moi. Joseph Colombani, vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Haute-Corse, pour être précis. Denis Beauchamp, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de la première édition d'un prix. Vous êtes président de France Agri-Tweetos. Et puis, François Durovray, bonjour. Bonjour. Bah, vous êtes le local de l'étape. Oui. Vous venez de l'Essonne, président du conseil du département de l'Essonne. D'ailleurs, on dit que Paris est la banlieue de l'Essonne. Bon, et puis j'ai le plaisir d'animer cette émission avec Alessandra Bischoff. Donc vous êtes journaliste à Télépaèse. Voilà, ça va être une émission, donc TV Agri, TV Paèse. Alors, on va attaquer peut-être par les sujets un peu politiques pour démarrer. Si vous aviez quelque chose à nous dire dans l'analyse de tout ce qui s'est passé dans cette séquence politique, une seule chose qu'il faudrait changer pour qu'on soit réellement efficace, c'est quoi? Écoutez, c'est peut-être le salon de la... Plus haut le micro, il faut le tenir plus haut. Le salon de la prise de conscience de la situation de notre agriculture, de son devenir, des potentialités pour la France et puis aussi des blocages dont l'agriculture doit faire face. Oui, mais les agriculteurs, ils étaient conscients, les politiques, ils l'étaient pas vraiment. Oui, quand je dis prise de conscience, c'est prise de conscience, je pense, de l'opinion publique qui soutient l'agriculture, mais aussi des politiques qui, aujourd'hui, je l'espère que ce sera durable, mais intègrent un certain nombre de problématiques, d'enjeux agricoles et surtout d'une situation de notre agriculture qui finalement ne peut pas durer, d'être, je dirais, étranglée par à la fois des charges, des règles franco-françaises et surtout un sentiment quelquefois que les politiques publiques tardent à se... Mais Franck, j'ai envie de vous croire, mais pourquoi ça irait mieux? Parce que c'est pas nouveau. C'est compliqué. Pourquoi ça irait mieux? Parce que je pense que là, aujourd'hui, il y a quand même un arc politique assez large pour reconnaître qu'il faut vraiment changer les choses. On est à quelques mois des élections européennes. Je crois qu'il y a un vrai défi si on n'arrive pas à repositionner l'agriculture comme un outil à la fois de souveraineté économique, alimentaire, mais aussi comme une force territoriale, parce que c'est de l'économie au plus proche des territoires. Ce sont des produits, ce sont aussi des hommes qui, bien évidemment, oui, et des femmes qui vivent de leur métier. Mais Franck, on a reçu Sophie Primas, que vous connaissez, elle est sénatrice. Elle nous a dit, on fait des lois, on en est conscient, on fait des lois, et les décrets vont des fois à l'inverse de la loi. Il y a un problème politique. Politique et institutionnel. Je pense qu'aujourd'hui, il faut redonner du pouvoir aux politiques. François, ça va changer ? J'espère que ça va changer, parce que là, ce qu'on a entendu quand même, c'est un cri de la part des agriculteurs qui a trouvé un très grand écho auprès des Français, tout simplement parce que la France, c'est un pays avec des paysages, avec des territoires, avec des agriculteurs, avec une façade maritime, avec une gastronomie. Et donc cette crise, elle fait écho à ce que les Français ressentent. Et ils ressentent des normes qui sont de plus en plus complexes, ils ressentent une forme de mépris du pouvoir central. Et moi, ce que j'espère, c'est que, en tant que citoyen, en tant que consommateur, derrière, il y ait des réactions aussi. Parce que les agriculteurs, ils ont envie de vivre de leur métier. Et moi, je suis à la tête d'un département, l'Essonne, qui est un territoire agricole. On l'oublie souvent, mais il y a 50% de terres agricoles. Mais aussi beaucoup de terres urbaines, avec des gens qui sont déconnectés du monde agricole. Et le rôle des politiques, c'est de reconnecter ces territoires. Mais François, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit si déjà les collectivités nous achetaient les produits bio comme il fallait, il n'y a pas de souci, on vivrait bien. Est-ce que vous, dans votre département, vous êtes en accord avec Egalim ? On est en accord. Moi, alors d'abord, le département a la responsabilité des collèges. Chaque jour, c'est 45 000 repas qui sont fabriqués dans mon département et il y a une part de la production qui est achetée auprès des agriculteurs essonniens. Mais ce que je remarque, quand je vais dans une cantine, c'est que les gamins ont eu un rétrécissement dramatique de l'éventail alimentaire. C'est qu'ils n'ont plus l'habitude de découvrir de nouveaux aliments, de nouveaux goûts. Et moi, ce que je dis à mes cuisiniers, c'est tous les jours, partez au combat. Allez dire aux gamins qu'il faut tester de nouveaux aliments. Défoncez-vous pour faire
du chou-fleur avec peut-être une sauce particulière pour faire tout simplement pour redonner le goût et que le repas soit une fête. Et ça, on a tous cette responsabilité. Et il faut que les agriculteurs aussi nous aident là-dedans. Il faut qu'ils accueillent les jeunes dans leurs exploitations. Il faut qu'ils aillent reconnecter avec les gamins des collèges. Et dans un département comme le mien, où il y a le urbain et le rural, je sens ça comme une urgence incroyable, mais aussi une chance. Et moi, je crois que vous pouvez faire quelque chose. Parce qu'on a beaucoup parlé dans ces émissions, je vais vous donner la parole, mais on a beaucoup parlé du fait que, oui, les politiques sont peut-être conscients, mais il y a ce ventre mou de l'administration qui fait que même si vous décidez, ça risque des fois de ne pas arriver au bas, c'est-à-dire à l'action, proprement dit. Vous, dans les départements, vous avez la possibilité d'agir. Oui, enfin dans mon département, mais je ne suis pas le seul, on a créé une légumerie qui achète auprès des agriculteurs du territoire les pommes de terre, les carottes, les lentilles, les pâtes. Alors les pâtes, elles ne poussent pas dans la terre, elles sont transformées. Et on achète tous ces produits-là. On garantit aux agriculteurs un prix dans la durée. Et ça va dans les assiettes des gamins des Essonniens. On leur explique que ça vient du territoire. Et il y a une belle histoire à raconter. Et donc je pense qu'on a tous la capacité, les élus locaux, d'agir à notre place pour reconnecter les Français avec leur agriculture et pour permettre aux agriculteurs de vivre fièrement de leur métier et de vivre bien de leur métier. Joseph Colombani. Oui, moi je suis syndicaliste agricole. Et pour une fois, je veux venir au secours des politiques. Allez-y. Je m'explique. Vous n'avez pas anticipé ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, etc. Mais en même temps, il se sont passées des choses extraordinaires ces dernières années. Tout ça, ce sont des choses qui sont venues impacter les consciences pour faire dire aux agriculteurs, aux politiques, à l'opinion publique que le système sur lequel on était installé avec la nouvelle PAC, notamment une PAC qui vient compenser la non-production dans un système mondialisé, organisé au niveau de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, etc., qui finalement, avec ces événements-là, qui n'étaient pas prévus, on est d'accord, viennent déstabiliser le système. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de la fragilité du système. À partir de là, la prise de conscience, elle est intéressante et la réaction, elle est intéressante. Non pas pour remettre tout le système en cause, mais pour l'adapter, pour le faire évoluer et préciser notamment la production locale, retrouver de la souveraineté alimentaire, de la capacité de produire. Ça veut dire des normes qui permettent de produire. Ça veut dire une proximité avec les agriculteurs, avec ceux qui font justement le produit. L'administratif aussi, plus de facilité, moins de problèmes administratifs pour rien. Voilà, c'est tout ça, c'est cette prise de conscience-là collective qui est en train de se faire. Alessandra. Et puis Joseph, en plus chez nous en Corse, l'agriculture c'est quand même un pan assez important, notamment au niveau de l'économie, au niveau même du fait d'envisager aussi le futur. Alors oui, c'est un point important. Quand on sait qu'on parlait de souveraineté alimentaire, la Corse, elle est à 4% d'autosuffisance alimentaire. La France continentale, elle est à 80% et elle s'inquiète à juste titre de risquer la pénurie, comme on a failli la voir pour le Covid. Donc oui, c'est important l'agriculture, surtout par rapport au terrain en friche, surtout par rapport au fait qu'on est la région la plus pauvre de France, qu'on a des terres qui sont vierges, qui sont en friche, que l'on peut produire sur place, surtout que lorsqu'on veut consommer, on a besoin d'importer donc un coût carbone supplémentaire pour traverser la mer, il faut produire local et on adhère complètement à cette tendance d'aujourd'hui de retrouver une production locale, on est complètement en phase et en effet en Corse, peut-être plus qu'ailleurs, il y a une marge de progression Vous l'avez en énorme. Corse, la prise de conscience? La prise de conscience, elle s'est traduite par des faits? Elle s'est traduite par des faits parce qu'on est en train de réfléchir sur des systèmes d'organisation de marché, des systèmes de mise en place de céréales, de production céréales locales, transformation d'aliments, structuration des filières avec des signes officiels de qualité. Et vous verrez l'exemple tout à l'heure sur des choses comme les plantes à parfum ou d'autres fromages, charcuteries, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est le potentiel de progression qu'on peut avoir sans perturber l'environnement. Parce que l'avantage d'un pays qui est resté longtemps sous-développé comme nous, et on espère qu'il va évoluer, c'est de profiter, si je peux oser ce mot, profiter des expériences négatives qui se sont passées ailleurs
pour ne pas renouveler les problèmes, c'est-à-dire produire sans détruire l'environnement, mais en tenant compte des évolutions, enfin de l'intelligence, de l'ingénierie qui s'est fait ailleurs, pour tout de suite les mettre en œuvre et produire d'une manière propre. Et puis bien valoriser vos produits, parce que vous les valorisez, Alors, les produits, vous avez directement. raison, ils sont très bons nos produits. La clémentine de Corse. Par exemple, mais le vin, la Pas que, charcuterie. hein, le pas que la brooch, clémentine, mais hein, tout, ils valorisent tout. Les citrons, Vous tout. avez raison, mais il faut passer à un autre cap. L'autre cap, c'est au-delà du produit, au-delà de la cuisine traditionnelle, il faut passer à l'aspect gastronomique. C'est pour ça que l'autre jour, on a fait le grand dîner au Salon de l'Agriculture, ici, sur le thème d'un veau, d'un petit veau corse, adapté à notre région. Et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Franck Menonville, j'ai l'impression que vous avez envie de parler. Non, pas spécialement. Vous écoutez J'écoute vraiment Alors- avec beaucoup d'attention Non, moi, mon collègue. Hein. Ce que je pense, et les propos qui viennent d'être tenus, montrent qu'on a une crise, et une crise grave, parce que le monde agricole est à la fois en perte de sens et n'a pas de feuille de route. Et le pays doit donner une feuille de route à ses agriculteurs. Moi, j'ai des agriculteurs dans mon département, qui sont principalement des céréaliers, qui sont prêts au changement, qui sont prêts à répondre aux nouvelles demandes des consommateurs, mais à condition qu'on leur donne un cap et qu'on n'en change pas toutes les semaines, parce que derrière, c'est un investissement familial, c'est du foncier, c'est de l'investissement mécanique, c'est tout ça. Mais cette crise, elle peut être une chance parce que il peut y avoir cette prise de conscience. Alors on peut dire qu'après la crise, évidemment, les gens vont abandonner, mais c'est à nous de continuer à faire vivre la flamme et à considérer que on a un nouveau modèle à construire dans notre Parce pays. que si là, rien ne change, on est Ah bah mort c'est- là. Et ah très, oui. très clair, c'est Moi, c'est j'ai une inertie. question. Vous êtes quand même optimiste, vous, pour la suite? Optimiste combattant. Optimiste parce qu'il faut l'être et parce qu'il n'y a pas le choix. Et combattant parce que je sais que ça ne va pas venir tout seul. Mais on a les solutions. Moi, je suis dans un département où on a des terres agricoles, mais on a la chance aussi d'avoir AgroParisTech, on a la chance d'avoir l'INRAE, on a la chance d'avoir la recherche. On a la chance de pouvoir inventer une nouvelle agriculture et d'accompagner les agriculteurs dans ces mutations. Et peut-être qu'après, l'Essonne éclairera la Corse ou la Meuse. Et puis, j'espère que ça sera aussi inversement. Parce qu'on doit apprendre chacun de nos territoires. Franck Menonville. C'est ce que je disais tout à l'heure, le salon du renouveau, c'est tout à fait ça. Il faut vraiment que surtout la dynamique ne retombe pas à l'issue du salon de l'agriculture. On a des mois, des semaines qui vont être importantes, notamment pour construire une loi d'orientation agricole qui doit être pas une loi de plus, mais vraiment une loi porteuse d'avenir qui permette à notre agriculture de redevenir compétitive, d'ouvrir des voies nouvelles en matière de recherche et de développement. C'est absolument nécessaire. On va passer la parole à Denis Beauchamp, il est président de France Agritwithos. Bonjour. Et vous avez remis des prix aujourd'hui, expliquez-moi. Aujourd'hui, oui, alors France Agritwithos, c'est une association qui fait de la communication sur l'agriculture, sur les réseaux sociaux, depuis 2017 maintenant. Et tous les ans, au Salon de l'Agriculture, on se retrouve pour un tweet apéro. Donc, on se retrouve, on fait la fête. Et cette année, on voulait innover un petit peu, on voulait mettre en valeur les gens qui ont un profil de communication efficace et remarquable. Donc on l'a fait, on a remis des prix à nos adhérents. Donc c'est David Forge qui a gagné le prix Cyril Champenois du nom de David notre qui est là dans le public, fondateur. et qu'on On salue. peut l'applaudir. Donc il y a une communication absolument impeccable sur de pédagogie, de vulgarisation, pour améliorer la compréhension, recréer du lien avec le consommateur. C'est ce qu'on fait depuis 2017. Un tweet apéro, vous avez dit. Hein. Un J'ai tweet bien apéro, entendu, voilà, un c'est tweet du mot apéro, inventé. hein. Non, mais C'est un apéro lancé sur Twitter. C'est très, Non, mais très bien. c'est très fort. C'est un bon concept. Hein. C'est un excellent c'est un concept. concept qui marche. Ah oui, Parce on était- qu'au début, ils sont Ah. partis uniquement sur l'idée de on va communiquer et on profite de la vie. Voilà, c'est très convivial comme on association. va dire C'est c'est ça. apolitique, asyndical et très convivial aussi. La stratégie, c'était ça. Et puis au fur et à mesure, eh ben, ils ont rassemblé. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes combien? On est presque 500 adhérents, on était 50 au départ, on est 500 maintenant. Et- Et 28 000. 501. Hein, Et moi, c'est ça. je dirais, ça a tellement bien marché qu'on les a vus sur tous les plateaux télé. Et il y avait marqué France Agritwithos, je l'ai déjà dit dans une émission. Ouais, ça, c'est et chouette. je suis sûr que les Français se sont dit, c'est un nouveau syndicat, on connaissait la FNSEA, la coordination rurale. Pas du Et c'est tout. un problème, ça. Vous êtes pris comme un syndicat Oui. alors que vous ne voulez pas être Alors, un pas syndicat. du tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui cherchaient à joindre, à rencontrer des agriculteurs, mais qui sont en dehors du circuit syndical, du circuit politique, des gens authentiques en gros, et qui pourraient expliquer leurs problématiques à eux. Et souvent, ils font appel à nous, donc on envoie quelqu'un. Alors, bon, c'est les journalistes qui vous demandent un agriculteur pour dans une heure, voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais on trouve des gens pour venir expliquer leur métier, les cultivateurs de betteraves, les éleveurs, etc.,
qui ne portent pas une parole politique ou syndicale, mais qui portent leur propre parole à eux, très authentique. J'ai 2 questions qui tuent. La première, vous allez être récupéré, forcément, maintenant que vous pesez du poids. Je les sais pas, syndicats vont vous récupérer ou pas? Je ne sais pas ce que ça veut dire récupérer, en fait, j'en sais rien. C'est-à-dire Nous, on est que- indépendants, on ne reçoit pas de financement, on fait ce Vous qu'on êtes veut. apolitique. Ah, totalement. Puis Totalement. voilà, on fait absolument ce qu'on veut, on n'a pas de... Voilà. Et deuxième question qui tue, vous avez un adhérent en Corse? Je suis pas sûr que... Pas encore, non, maintenant, il va Et venir, voilà, il va être vous en obligé. avez un juste Ben là. voilà, voilà, ça au va moins. être l'occasion. On Et pensait voilà. faire un séminaire en Corse, justement, pour aller explorer, trouver des nouveaux adhérents là-bas. Il est 17h30, on va changer de plateau et on va accueillir nos producteurs. Merci messieurs. Merci. Joseph, Merci. vous restez avec nous. Merci messieurs, je sais que vous avez un emploi du temps des plus chargés. Je vous salue. À bientôt Denis. Et on va accueillir nos producteurs corses Alors, qui vont on nous a rejoindre. Audrey et on a Rémi. Et je laisse Alessandra les présenter. Alors, on est toujours en Allez, direct là allez-y. D'accord, hein. Hmm. On est en direct. Hein. Oui. Ah oui. Mettez-vous là. Et on va demander aussi à monsieur de nous rejoindre. Alors Alessandra. Alors, on a ici Audrey. Bonjour. Et on a ici Rémi. Alors, ce sont deux producteurs corses qui font de l'immortel aussi, principalement. Alors après, je vais les laisser aussi présenter leur spécialité parce que chacun dans leur domaine font des choses très intéressantes. Alors, on va commencer. Honneur aux dames. Audrey. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis productrice d'immortel sur la Haute-Corse et on est aussi distillateur. On fait aussi des cosmétiques. Donc derrière nous, il y a toute une filière parce qu'on fait partie de l'APROEC, donc l'association des producteurs d'huile essentielle corse. Et donc c'est une filière toute neuve qui existe depuis 1 an et demi. Et donc là, on a lancé un dossier IGP pour l'immortel de Corse, qui est reconnu depuis plus de 20 ans dans l'aromathérapie. Et donc voilà, maintenant on veut avoir un label. Et où précisément vous êtes sur les hauteurs? Sur Roudali, donc entre Saint-Florent et Bastia. D'accord. Bon, il y a pire. Oh oui, on y est très bien. Alors l'immortel, c'est quand même une plante aussi. De plus en plus, on commence à connaître ses bienfaits, notamment dans la médecine. Oui, l'hélicryse italienne donc, est connue, mais depuis plus de 20 ans par les chirurgiens pour leur côté anti-hématome, anti-inflammatoire. Et l'occitane en Provence, depuis 15 ans, en fait, l'utilise dans ses cosmétiques. Donc nous, maintenant, on la distille et puis on fait nous-mêmes nos cosmétiques aussi. Rémi également. Vous faites Oui, le même bonjour. métier. Oui, Bonjour. tout à fait. Moi, je suis situé dans le Cap Corse. Donc, pareil, je distille de l'immortel et d'autres plantes que l'on trouve dans notre maquis. Donc, le romarin, le myrte, le cyste, toutes ces essences-là. Oui, alors en effet, on essaie de développer l'immortel parce que c'est le produit phare et le plus connu. L'immortel va être la porte pour d'autres espèces qui sont endémiques, comme le pin lariche, comme la christomarine de Corse, qui a des propriétés vraiment particulières. Et donc cet IGP, j'espère que ce sera le premier, puisque dans le miel, par exemple, en Corse, on a plusieurs types de miel. On va essayer de faire pareil. Aujourd'hui, notre filiale est toute jeune. Il y a eu 10 producteurs pendant une trentaine d'années. Et on est à peu près 70 aujourd'hui. Beaucoup de jeunes qui s'installent avec beaucoup d'espoir, parce qu'on nous a dit qu'il y avait un espoir. On nous a dit que c'était un produit qui se vendait facilement, très bien. Il y en a qui arrivent à en vivre, beaucoup un peu moins. Il y a un secteur concurrentiel de produits qui arrivent d'ailleurs dans la Méditerranée. Et on se retrouve en concurrence avec des produits dits de Corse, mais qui n'en sont pas. D'où cette nécessité d'IGP pour que notre nom nous appartienne finalement. Pour protéger aussi. Tout à protéger. fait. Tout à fait. Aujourd'hui, on a des produits qui sont des assemblages de diverses huiles qui arrivent du Maroc, de Tunisie, d'Espagne, des Balkans, et ils vendent sous appellation Immortel de Corse. Voilà, donc c'est la principale problématique qui fait que nous, petits producteurs en Corse, on n'arrive pas à infuser le marché national, voire plus loin. Puis l'immortel en Corse aussi, elle est particulière. Alors c'est pas à vous que je vais la prendre, mais... Alors non, non, il est évident que l'immortel de Corse, alors c'est le terroir. C'est pas la plante en elle-même, puisque la plante est relativement identique. Enfin, il y a plusieurs espèces, mais on retrouve cette même plante en Italie, dans le sud de la France. Mais il est vrai que notre terroir, pour des raisons que personnellement j'ignore, fait qu'elle a des propriétés décuplées.
Et il est vrai que ces pouvoirs de guérison ou ces pouvoirs de soins pour la peau, essentiellement, sont vraiment extraordinaires. Et on dit qu'elle est 10 fois plus puissante que l'arnica. Et l'arnica, c'est quelque chose qui est quand même déjà reconnu. Et donc, en disant qu'on est 10 fois plus puissant, ça peut marquer un petit peu les esprits. C'est le cas. Alors, on va vous laisser présenter un peu les produits que vous avez amenés respectivement. Audrey, si vous voulez bien commencer. Alors là, on a amené une huile essentielle d'Immortel, d'hélicryse italienne, et un sérum à base d'Immortel, donc pour un côté anti-âge avec une atténuation des ridules, mais qui va aussi marcher pour tout ce qui est coupe rose, acné rosacée, eczéma, psoriasis. Donc voilà, c'est les bienfaits déjà un peu de l'Immortel. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Rémi, on a le romarin à verbenone est spécifique à la Corse aussi. On a le palariche, le petit grain clémentinier, le Christ marine. Donc c'est vraiment une ouverture à au moins 10-12 autres huiles essentielles derrière qu'on pourra... Et surtout, cette IGP, on a fait beaucoup d'analyses où on a pris les huiles essentielles concurrentes sur le continent, comme l'a dit Rémi, aussi dans les Balkans, au Maroc. Et en fait, il y a une réelle différence au niveau des analyses. On ne retrouve pas les mêmes molécules. Donc, il faut vraiment faire la différence. Et c'est important, et je pense que les gens commencent de plus en plus à le comprendre. J'espère, en tout cas, on l'espère. Oui, les aromatologues, oui. Ah, oui. Rémi, alors, et vous, vos produits? Oui, évidemment, donc moi aussi j'ai amené ma petite fiole d'huile essentielle d'Immortel. Lorsqu'on distille, il vient deux produits, puisqu'on distille à la vapeur d'eau. Il vient l'huile essentielle d'Immortel et il vient l'hydrolat, pardon. C'est un petit peu l'eau de fleurs. Voilà. Donc c'est un produit aussi à part entière qui, je pense, va être aussi ajouté à l'IGP, parce que le même process donne deux produits. Donc je pense que si on arrive à mettre un IGP sur le premier, on le mettra aussi sur l'hydrolat. L'hydrolat d'Immortel, pour le coup, a sensiblement les mêmes propriétés. Ceci dit, il est beaucoup plus facile d'usage. Les huiles essentielles demandent un petit peu de pratique ou de précaution. Et alors que l'hydrolat, par exemple, l'hydrolat d'Immortel peut se pulvériser même sur l'érythème du nourrisson. Donc, alors que l'huile essentielle, il faut attendre, on va dire, au moins un début d'adolescence pour pouvoir utiliser une huile essentielle. Donc voilà, ce sont des produits aujourd'hui qui demandent à être diffusés, qui demandent à être promus et être soutenus aussi. Et on a aussi souvent un problème de foncier, parce qu'on parlait de problématiques. Moi aujourd'hui, par exemple, j'ai perdu une grande partie de mon foncier parce que le propriétaire les a récupérés. Donc j'ai plus mon hangar, j'ai plus ma distillerie, enfin les ranger chez moi au garage, mais c'est pas sa place. Travailler dans des conditions difficiles. Voilà, donc à un moment donné, c'est aussi précaire. Et on aimerait être un petit peu serein. Moi, tous les ans, je me pose une question. Enfin, je veux dire, c'est fébrile. On ne peut pas bâtir, je dirais, une profession et développer sa famille sur quelque chose de précaire. Donc voilà, tout ça fait que c'est un ensemble. Hein. C'est aussi le monde agricole. Alessandra, si tu me permets, moi je suis admiratif des Corses. On a tous des porte-badges moches. Regardez, si une caméra peut faire un gros plan, vous êtes les seuls à avoir des porte-badges adaptés à la Corse. Mais vous êtes venus avec, comment vous avez fait? C'est la région qui vous a fourni vos propres porte-badges. Bravo, c'est le sens du détail. Bravo les Corses. Alors on accueille Yvon Baucher. Bonjour Yvon. Bonjour. Vous êtes venu avec du bon fromage. Parlez-moi un peu de votre produit. Moi je suis d'abord surpris parce que je viens de découvrir qu'il y avait un produit qui était 10 fois plus concentré que l'arnica, alors que l'arnica fait bien beaucoup d'effets et que j'utilise régulièrement. Et la communication commence maintenant. On a trouvé un autre moyen de concentrer des arômes et de concentrer des fleurs, c'est à travers le fromage. Donc je suis venu avec le fromage qu'on produit chez nous, qui est le Beaufort. C'est un fromage qui est produit sur le département de la Savoie. La Savoie, elle est connue à travers ses montagnes, elle est connue surtout à travers le ski, mais elle est connue aussi à travers ce fromage qui est devenu réellement un ambassadeur de la région. Alors je disais que les Corses savent valoriser leurs produits, leur fromage, mais en Savoie aussi on sait le valoriser. Aujourd'hui, un éleveur, peut-être qu'en Bretagne il touche 400 € les 1000 litres. Vous, c'est l'agriculture qui marche? À combien? Alors, on a toujours du mal à parler du prix aux 1000 litres de lait parce qu'il faut voir ce que ça implique derrière. Ouais, mais moi ça m'intéresse pour montrer que vous avez su. Ce qui vous intéresse, c'est de dire qu'on a réussi. Donc voilà. Effectivement, exactement. On arrive à peu près à 1000 € les 1000 litres de lait. C'est-à-dire pratiquement
à 2 fois et demi le prix du lait national. Et comment et pourquoi vous y êtes arrivé? Alors, il faut plusieurs conditions. La première condition, c'est le produit. Parce que si on n'a pas le produit et si le produit ne correspond pas au consommateur et n'est pas typé, ce n'est pas une appellation ou ce n'est pas une IGP ou une AOP qui va résoudre le problème. Une fois qu'on a ce produit, effectivement, il faut le protéger parce qu'on fait, à travers la protection, on a un cahier des charges qui garantit au consommateur que ce produit sera fabriqué suivant un processus qui va de la production du lait jusqu'à l'affinage et à la commercialisation, qui va être respecté par tous les acteurs de la filière, et que le consommateur, en achetant ce produit, il aura cette garantie d'avoir un produit fini, respecté, respectueux de l'environnement au passage, parce que dès qu'on veut faire de la qualité, ben on est sur des petits rendements, on est sur des conditions de production, on n'est pas en bio, mais on utilise les mêmes méthodes, la même méthodologie, parce qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si on veut concentrer des arômes, la concentration impose qu'on ait des rendements très faibles. Et c'est pour ça que le prix doit être élevé, parce que pour trouver un équilibre, on n'a pas de choix. La qualité, le cahier des charges, c'est un des facteurs. Mais l'autre facteur, c'est que vous avez su garder la main sur l'outil de transformation. Le deuxième facteur, alors c'est un peu grivois, mais je vais quand même vous la sortir. Allez-y. C'est une phrase d'Olivier de Kersauzon qui dit que dans la vie, il faut avoir les couilles au cul. Je m'excuse du terme. Et si possible, il vaut mieux en être propriétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne possédez pas l'ensemble de la filière et si vous ne maîtrisez pas l'ensemble des conditions de production et de mise en marché, eh bien vous laissez cette plus-value à d'autres. Et c'est un des malheurs de l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture a très bien réussi. On nous a demandé de produire à partir du moment où l'Europe est née, et les agriculteurs ont réussi au-delà des espérances qu'on pouvait avoir. Mais on leur a dit en même temps, on s'occupera du reste. Nous, on a dit non. On a dit dès le départ, on est dans des conditions difficiles. On ne peut pas se battre avec des zones de plaine. Donc, il faut absolument que nos outils, on les développe, on en soit les propriétaires et on puisse aller jusqu'au consommateur. Voilà. Alors aujourd'hui, on passe par la grande distribution pour une partie. Tout le monde passe par eux. Mais on est maître du jeu, et on est maître du jeu également parce qu'on maîtrise la quantité qu'on produit au travers des règles qu'on a obtenues auprès de l'Europe, qui s'appellent les RRO, et qui sont en fait, qui consistent à produire ce qu'on est capable de commercialiser dans de bonnes conditions. Et vous exportez aussi. Vous en exportez. Alors on exporte, moi j'ai une formule là aussi, je m'excuse encore d'une deuxième formule, mais je préfère servir du Beaufort à des Chinois qui viennent en France qu'à des Français qui vivent en Chine. Bon, donc l'export est très limité. Alors, territoire difficile, vous avez un territoire difficile. Est-ce que vous avez su garder la main sur la transformation? Non. Non, mais c'est un exemple. Le Beaufort, c'est un exemple, c'est un monument de ce qu'il faut faire et ce qu'ils ont réussi à faire. Ça doit servir d'exemple à tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont là. Maîtrise, non, mais tout à fait, cette maîtrise du produit, cette reconnaissance qu'ils ont réussi à avoir, et comme il le dit très bien, de maîtriser toute la filière, c'est ce qu'on doit faire nous aussi. Vous avez des exemples là, avec les jeunes qui s'organisent sur une filière nouvelle, à faire le signe de qualité, à trouver, à aller rechercher à travers la recherche de trouver les arômes, la chromatographie qui va préciser la différence qu'il peut y avoir avec d'autres produits qui peuvent être similaires. Je veux dire, on le dit, comme pour le Beaufort et pour d'autres choses, il y a deux manières de vendre au monde. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois, il y en a deux manières de vendre. Soit on est moins cher, soit on est différent. Le Beaufort a fait le pari d'être différent. Il a réussi. La Corse fait le pari aussi d'être différente. Et on voit notamment sur des produits comme ça qu'elle est en passe de réussir. Donc c'est une manière de produire et qui correspond à ce que les gens recherchent aussi, de la typicité, quelque chose justement qui peut aller même dans le sens de la santé, du bien-être. C'est-à-dire en même temps qu'on se nourrit, on se soigne quelque part lorsqu'on travaille avec des agréments. Et puis on amène une économie dans des zones difficiles. Si on va citer le Beaufort, la zone de montagne, ou la Corse, qui est, je le rappelle, la région la plus pauvre de France. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Il faut que nous, on participe à cet élan aujourd'hui sociétal, cette volonté, et qu'on les accompagne. Et on a plein de jeunes en Corse qui sont prêts à le faire. Il suffit de les laisser faire. D'ailleurs,
Un sujet, on a beaucoup de jeunes qui de plus en plus se dirigent vers les métiers de l'agriculture, font des formations. C'est vrai que c'est un secteur qui se développe. Absolument, on est la seule région de France à être en positif au niveau de l'installation. Voilà, donc il y a une volonté, mais il y a des contraintes, il y a des difficultés comme le foncier. Mais j'ai l'impression qu'il y en a moins que sur le continent. On était en Corse au mois de septembre. Moi, j'ai vu des producteurs heureux, déjà, heureux par le contexte, par la qualité du produit qu'ils faisaient, par l'espoir d'en tirer la possibilité d'en vivre sur leur territoire. Et on ne vous a pas trop vu sur les routes en train de bloquer les routes de Corse. On y a été. Mais mais simplement parce que oui, il y a des gens heureux en Corse, mais ils ne sont pas assez nombreux. Voilà. Nous, on pense qu'il faudrait qu'ils soient plus nombreux, plus déterminés et avoir des perspectives un peu plus fortes. Et c'est sur ces mots positifs que l'on doit se quitter. Merci beaucoup, Alessandra. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Merci à vous, madame. Merci. Et puis, merci à vous de nous suivre. Merci.